Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Récemment, j'ai abordé dans une petite vidéo ce qui concernait l'alliance, le pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939. Je voudrais maintenant développer un petit peu ce sujet, montrer comment se sont entretenus ces rapports entre l'URSS et l'Allemagne nazie, d'abord naissante et ensuite pendant la guerre. Donc, depuis toujours, Allemands et Russes ont entretenu des relations ambivalentes, ou s'opposant au gré des circonstances. Entre les deux guerres, cette loi se vérifie à nouveau. À Rapallo, en 1922, la République de Weimar et Moscou ont noué des accords avantageux pour les deux parties. L'État soviétique a été reconnu en droit international, des clauses secrètes ayant permis ensuite d'amorcer le réarmement allemand de manière considérable. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler ne modifie pas ce jeu ambigu, d'autant moins que les deux régimes ont en partage le cynisme, le mépris de la parole donnée et l'absence de scrupules quant à la valeur d'un être humain. En 1935, les diplomates des deux pays concluent un accord commercial. Lors de la purge de 1937-1938, les soviétiques liquident les communistes allemands réfugiés en URSS, à l'exception de ceux que Staline livre à la Gestapo, déférant à la requête de l'ambassadeur du Reich à Moscou. Marguerite Buber-Neumann passera ainsi directement d'un camp soviétique à Ravensbrück. Hitler prépare la guerre à l'ouest. Instruit par l'exemple de 1914, il a besoin d'assurer sa tranquillité à l'est. Le 22 août 1939, un traité commercial germano-soviétique entre donc les nazis allemands et les communistes de l'Union soviétique est signé à Moscou. Le 23 août, il est suivi par un pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, dont le protocole secret convient du futur partage de la Pologne. Staline, allié à Hitler, à Paris, la direction du Parti communiste, d'abord incrédule, s'incline. Le 24 août 1939, l'humanité voit dans ce pacte une politique à la fois énergique et intelligente, seule conforme à la cause de la paix. Le 25 août, Daladier fait saisir le quotidien communiste. Le 30 août, le procureur général de la République ouvre une information contre le PCF. Le 1er septembre, cependant, les Allemands envahissent la Pologne. Le 3 septembre, donc une semaine après l'accord entre l'URSS et l'Allemagne du 23 août, le pacte de non-agression, le 1er septembre, les Allemands envahissent la Pologne. Le 3 septembre, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à Berlin. Le 17 septembre, c'est au tour des Russes d'entrer en Pologne. Ce pays martyr est partagé entre les deux puissances totalitaires. Le 28 septembre est signé entre l'URSS et le Troisième Reich un nouveau traité d'amitié et de délimitation des frontières. Qui accentue encore la collaboration économique et politique entre Berlin et Moscou. Le 26 septembre, le Parti communiste français est dissous par le gouvernement. Le 1er octobre, dans une lettre au président de la Chambre, Édouard Herriot, Jacques Duclos, demande l'ouverture de pourparlers de paix avec l'Allemagne. Au cours de ce même mois, 2500 conseillers municipaux, 87 conseillers généraux communistes sont suspendus, les députés et sénateurs du PCF étant déchus. Tous les communistes s'alignent-ils sur Moscou? Paul Nizan déchire sa carte d'adhérent. André Malraux se retire. Sur les 74 parlementaires communistes, 22 démissionnent du parti. Chez les militants de base ou les dirigeants syndicaux, le trouble est immense. Mais la haute hiérarchie et l'encadrement régional et local suivent la consigne. Aux communistes des démocraties occidentales, Staline a ordonné de se dresser contre la guerre. À bas la guerre impérialiste, proclame le PCF interdit. Pendant que les soldats français attendent l'assaut ennemi, le 4 octobre 1939, le caporal Maurice Thorez, numéro 1 du parti, déserte son régiment. Il s'enfuit à Bruxelles, puis rejoint Moscou, où il restera jusqu'en 1944,
Sur le front ou à l'arrière, les militants les plus durs distribuent des tracts qui appellent au défaitisme ou à la désertion. Dans les usines d'armement, les communistes pratiquent des sabotages qui coûteront la vie à un certain nombre de leurs compatriotes en mai 40 lors de l'offensive allemande. 5 jours après la ruée des Panzers de Guderian, le 15 mai, le premier numéro de l'Humanité clandestine multiplie les attaques contre les impérialistes de Londres et de Paris. La France est écrasée le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Le 22 juin, l'armistice est signé. 4 jours plus tard, la direction clandestine du Parti communiste n'a pas manqué de manifester sur quel bord elle se situe, du côté de l'alliance Hitler-Staline. À l'instigation d'Eugène Fried, le 18 juin 1940, Maurice Tréand et Jean Catelas, deux membres du comité central du PCF, mandatés par Jacques Duclos, ont demandé officiellement à la propaganda Staffel l'autorisation de faire reparaître l'Humanité le 18 juin 1940, c'est-à-dire le jour de la déclaration du général de Gaulle à Londres, dans son acte de résistance. Pendant ce temps, les communistes demandent aux Allemands de faire paraître leur revue L'Humanité, sous leur patronage. Une militante, Denise Ginolin, a déposé le dossier à la section presse de la commandature. Le 19 juin, les Allemands ont donné leur accord. Le quotidien communiste devrait reparaître le 21 juin. Le numéro était prêt, mais la police française a fait capoter l'affaire en arrêtant Ginolin. Après l'armistice, une nouvelle demande est présentée le 27 juin. Otto Abetz, l'ambassadeur du Troisième Reich en France, reçoit en personne Tréand et Catelas, mais le gouvernement français fait de nouveau échouer le projet. Le Parti communiste, premier apôtre de la collaboration, le 14 juillet 1940, dans l'Humanité clandestine, on lit ces lignes: fraternité franco-allemande, les conversations amicales entre travailleurs parisiens et soldats allemands se multiplient, nous en sommes heureux. Cette alliance entre la Russie communiste et les partisans communistes en France se terminera le 22 juin 1941 lors de l'invasion de l'Allemagne nazie, en URSS. Voilà, le Parti communiste anti-quoi ? Le Parti communiste anti-nazi. C'est ainsi que nous découvrons qu'en fait ils ont été alliés pendant 2 ans, les 2 premières années de la guerre. Donc réfléchissons bien à ce qui nous est dit comme propagande sans cesse. Il faut savoir que ceux qui étaient de ce qu'on appelait l'extrême droite avant-guerre détestaient tout ce qui était de cette montée de la puissance allemande. Eux qui avaient durement vaincu l'Allemagne pendant la guerre 14-18. Donc faisons attention aux pièges qui sont tendus aux intelligences aujourd'hui. Réfléchissons bien à ce qui nous est proposé comme propagande actuelle, comme pacifisme actuel, car aujourd'hui le danger n'est plus le nazisme, mais l'islamisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.